Voilà, je vais laisser regarder un peu le mode de fonctionnement du robot, je vais le décrire un petit peu. En fait, l'idée, c'est qu'il fait une martingale sur les gains. En d'autres termes, en fait, il prend une position. Si la position est gagnante, à partir d'un certain niveau de gain, il prend une nouvelle position. Et sur la précédente position, il va modifier le stop à 0. Donc actuellement, on a deux positions. Première position prise sur laquelle un stop à 0 vient d'être mis, et la deuxième position qui vient d'être prise. Si ça continue à être en gain, on va prendre une troisième position après un niveau de prix qui s'appelle le pas. C'est une grille en fait, mais c'est une grille dynamique, c'est-à-dire elle n'est pas fixe, elle va varier en fonction de la volatilité. L'écart de la grille dépendra de la volatilité. Lorsque la volatilité est forte, cette grille est plutôt avec un pas élevé. Et lorsque la volatilité est faible, cette grille est avec un pas plus petit, afin qu'on puisse continuer à gagner. Donc on arrive donc à la troisième position qui est prise. À ce moment-là, le stop de la première position est placé au niveau de la deuxième position, du prix de la deuxième position, et le stop de la deuxième position est placé à stop 0. Donc on est sûr au moins de gagner sur la première position l'écart entre les deux premières prises de position, c'est-à-dire le pas de la grille. Le pas de la grille multiplié par le volume nous donnera le minimum qu'on pourra gagner. Et si ça continue à gagner, tant qu'on gagne, la grille agit et modifie les stops. Voilà. À un moment, on va arrêter de gagner, donc les prix vont revenir. Imaginons qu'on est en train de monter, c'est-à-dire les prix montent, et d'un seul coup ils commencent à corriger, ils descendent. Ce qui va se passer, c'est que sur la dernière position prise, tous les stops seront positionnés à ce niveau-là. Enfin, tous les stops des n-1 positions, s'il y a n positions en total. Bon, je vais prendre un exemple précis. S'il y a 5 positions en total, les 4 premières positions seront stoppées au niveau de la 5e position, du prix de la 5e position. C'est-à-dire, la première position va leur amener son stop sur 4 fois l'écart de la grille, la deuxième position 3 fois l'écart, la troisième position 2 fois l'écart, et enfin la quatrième position une fois l'écart. J'ai dû me tromper, je recommence. Donc la première position, il y aura 3 fois l'écart, deuxième position 2 fois l'écart, troisième position une fois l'écart, quatrième position stop 0, et enfin cinquième position sera perdante. Voilà. Donc cette idée, en fait, elle rejoint un peu l'idée de Nicolas Chéron, qui consiste à pyramidaliser. Sauf qu'ici, on prend des positions non pas sur des creux, c'est-à-dire les prises de position, dans la théorie de Nicolas Chéron, il faut déjà être sûr qu'on est en tendance haussière, atteindre un point d'entrée, un plus bas, et ensuite prendre une position. Et on construit sa position progressivement, c'est-à-dire au lieu de prendre un lot dès le départ, on prend 0,2 lot. Si ça se passe bien, on prend à nouveau 0,2 lot et on modifie le stop de la première position. Moi, j'ai repris simplement l'idée de modifier les stops, c'est-à-dire d'empiler les positions, ce qui est une idée générale depuis la nuit des temps. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, l'avantage de cette façon de faire, on va minimiser notre risque. Notre risque, il sera toujours égal à 0,2 lot. 0,2 lot fois le pas de la grille. Et quelle que soit la situation, notre risque sera toujours de 0,2 lot, pas plus. Si on perd, on perdra 0,2 lot multiplié par notre stop. Et si on gagne, au pire, au mieux, ça peut continuer à être vitam aeternam jusqu'à la prochaine correction. Et on recommence. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, vous voyez à peu près le robot qui fonctionne. Alors bon, le problème là, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de volatilité, donc on ne voit pas prendre de position. Alors on va le laisser continuer un petit peu pour voir à peu près comment il fonctionne. Là, pour l'instant, il est perdant. Il est perdant. On va augmenter un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà.
Non, de ce côté-là. Voilà, donc ça veut dire s'il va vers le haut, on est perdant. Et là, on a un stop loss qui a ici, dans l'exemple, à 20 pips. Alors ça se paramètre. Hein. Si vous avez le paramètre stop loss, vous pouvez le modifier. Non, c'est 30 pips apparemment. 30 pips. Donc voilà. Par contre, si ça avance dans ce sens-là, ben, la martingale sur les gains agit. Voilà. Et on a toujours notre perte maximum qui est toujours égale à la même chose, malgré que on a pris de nouvelles positions sur le marché. Voilà. Ici, le coefficient de martingale n'agit que sur les pertes. Voilà. D'ailleurs, je vais faire évoluer le robot pour qu'il puisse agir dans les deux directions. Dans le cas où il gagne, il fait exactement ce que je viens d'expliquer là tout de suite. C'est-à-dire, en fait, on empile les positions, on modifie les stops, de façon que notre risque soit constant. Et si il perd, dans ce cas-là, on applique la martingale habituelle, c'est-à-dire qu'on a un coefficient de martingale, par exemple 0,7, eh bien on ajoute 0,7 lots. On avait pris au départ, je ne sais pas, 0,2 lots. Deuxième position, on prend 0,9 lots, toujours dans le même sens. Troisième position, on prend 0,2 plus 0,7 plus 0,7, c'est-à-dire 1,6 lots, etc. Donc là, par contre, les risques, on n'a pas un risque constant, bien évidemment. Notre risque dépend du nombre de positions prises. Sauf que dans ce programme, il y a un calcul de money management qui tient compte du maximum de positions prises. Et en fonction de ça, il calcule le premier lot à prendre. Donc je vous donne un exemple. Supposons que je ne veux pas perdre plus que 2% sur ma position, sur mes prises de position, sur ma série de prises de position. Eh bien, il va calculer un premier lot de telle façon que même dans le pire des cas, ben, je ne perdrai pas plus que 2% de mon capital. Voilà. Donc même dans la situation où on empile les positions alors qu'on est en perte, eh bien, du fait qu'on a pris un lot minimal dès le départ, en fait, on ne dépassera pas notre perte maximale. Voilà. L'idée, c'est la deuxième idée qui n'est pas encore implémentée que je vais faire. Ils vont agir les deux ensemble, c'est-à-dire quand je gagne, ben, les stop loss sont modifiés et j'assure un risque constant qui est égal au risque initial. Dans le cas des pertes, ben, le risque effectivement croît, mais il est majoré par les 2% de money management qu'on a posé à la base ou autre chose. Là, par exemple, ici, c'est 1,6% de risque maximal. Voilà. Donc, après, on testera ce robot hein, pour voir comment il fonctionne. Donc, je pense qu'on devrait obtenir quand même de bons résultats. Après, je le teste en backtest. Le problème du backtest, c'est que ça ne marche pas. Il donne des résultats complètement absurdes. Je ne sais pas comment ils ont fait ce système de backtest, mais je l'ai mis en... Voilà. Alors, on va le mettre en... Donc, on va mettre ça. Voilà, pour l'instant, il nous dit qu'on perd tout, ce qui n'est pas juste par rapport à l'idée, c'est pas possible. Donc, il va y avoir un problème sur ce backtest. Tick data, on est sur EURUSD, ça fait 30. Un truc, on retrouve souvent ça. Si vous sélectionnez ici, vous dépassez voilà, 30 par million. Backtest. Les paramètres ne sont pas optimisés, mais au moins on peut le lancer. À chaque fois, il m'envoie à 0. Alors que normalement, il devrait quand même... Ben non, c'est vraiment mauvais. Peut-être on va tester une optimisation. Tick data. On va pas tout optimiser, bien sûr. WPR. Donc WPR, de toute façon, c'est simplement pour le signal. William Percentage, mais c'est difficile à optimiser, donc je vais enlever, j'ai mis un double candle signal. Quand il y a deux bougies rouges, on vend, et quand il y a deux bougies vertes, on achète. Voilà. Alors, le nombre de divisions. Ça, c'est par rapport à la bande de Bollinger. Quand on est tout en haut de la bande de Bollinger, c'est-à-dire sur le top, on n'achète que si on est en dehors
d'une certaine marge autour de ce top. Voilà, si on a dépassé à la hausse, par exemple 5 pips au-dessus de ce top, on achète, sinon on n'achète pas. Parce qu'en fait, la probabilité que ça revienne, c'est-à-dire que ça oscille, qu'on soit dans un trend, et d'après la théorie, 95%. Il y a plus de chances que qu'on est sur le top, que ça revienne vers le bottom de la bande de Bollinger, que l'inverse, que ça casse cette bande. C'est pour ça que j'avais mis ce paramètre Bollinger Division. Max order, ça on peut en mettre autant qu'on veut. Donc on va mettre 20 par exemple. Donc, en fait on peut mettre 100 hein, puisque c'est l'idée du... Sauf quand on est en... Ouais, il va falloir faire deux paramètres. Si on est sur une martingale sur les paires, bien sûr ça il faut limiter. Sinon après on doit prendre des lots tellement petits que on n'a pas suffisamment... En fait on peut pas parce qu'on est en dessous du micro-lot, mini-lot, etc. Donc ça aussi il va falloir faire deux paramètres, un max order pour les martingales sur les gains et un max order sur les martingales sur les pertes. Stop loss. Le stop loss c'est pas très important puisqu'on a vu que quand on est en gain on va le mettre à 20. De toute façon c'est surtout quand on est en perte, hein, on est sûr de ne pas perdre plus que 20. Stop loss à 20. Voilà. Mais de toute façon, même si on met 100, le money management va réduire le lot. Mais on est toujours limité par les micro-lots. Mini-lots, et même certains brokers, c'est mini-lots minimum. On ne peut pas aller en dessous, donc si on a un capital très faible, on ne pourra pas tenir le money management. Martingale en gain, ok, donc ça on laisse. Et la martingale entre 0 et 1. Ça c'est surtout pour les pertes. Donc pour l'instant, puisqu'on va le laisser comme ça, donc on garde tout. Voilà. Money management, on va dire qu'on dépasse pas 2%. Et là, on va le mettre sur Protein. Voilà, on va essayer de faire une optimisation sur ces paramètres, voir s'il est capable de nous trouver quelque chose. Pour l'instant, nous. Alors, donc, le cours est plutôt tendance baissière, enfin localement, hein, parce que depuis ce matin, si on regarde ce matin, 3 juillet, la tendance est plutôt légèrement haussière, mais là vous voyez ça baisse. Ça baisse depuis à peu près, on va dire 10 heures, à peu près cette bougie-là. Donc là on a une tendance haussière, une bonne bougie haussière, et là ça corrige. Voilà. Soit ça reprend ici, je pense que ça va baisser là. Bien sûr, à chaque fois que je dis que ça va baisser, ça monte. Et même si je demande à quelqu'un de faire exactement le contraire de ce que je dis, ben le marché fait exactement le contraire du contraire de ce que je dis. C'est-à-dire ce que j'ai dit au départ. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça d'ailleurs que les backtests et les optimisations ne marchent pas. Parce qu'elles sont neutres. Elles tiennent compte que du passé, des choses qui sont figées. Alors que l'avenir, la cotation de l'avenir, au moment où vous prenez votre position, vous agissez sur le marché, même si c'est à très faible niveau. Mais des millions d'investisseurs agissent sur le marché et le modifient. Donc il y a un phénomène de rétroaction sur les différentes actions de chaque investisseur qui fait que le cours des prix, on peut dire, il a une intelligence de ce que l'on fait, il voit ce qu'on fait, quoi. Puis d'autre part, les plus gros investisseurs voient exactement notre niveau de prise de position globalement, hein, j'entends, parce que individuellement, vu la faiblesse des lots qu'on prend, ça n'a aucune influence, mais des petites gouttes font des rivières qui font des océans. Donc globalement, vous voyez, ça monte, parce que j'ai dit que ça allait baisser. Et si j'avais fait l'opération inverse, c'est-à-dire si j'avais acheté, ben, ça aurait baissé. Enfin, et parce qu'en fait, ça dépend. L'avenir n'est pas encore écrit. Ça prouve que l'avenir n'est jamais écrit. L'avenir, il dépend des actions successives que l'on fait. Et il suffit de faire une action contraire. Je peux penser je vais acheter, mais si à la fin je vends, malgré que j'ai pensé que je vais acheter, ben le marché va tenir compte de cette nouvelle donnée
inverse à mon idée initiale. C'est comme ça. On ne peut pas deviner l'avenir en fait. Et dès qu'on a agi sur le marché, en fait, on a figé notre position, alors que le marché, lui, il peut décider encore comment agir, soit vers le haut, soit vers le bas. Alors que nous, du fait qu'on a acheté ou vendu, on a acté un événement sur lequel on ne peut pas revenir. Voilà. Donc il a toujours un avantage, le marché, lui. Il dit toujours le dernier mot. Voilà. Bon, on voit. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir fonctionner un peu plus longtemps. Bon, je vais laisser tourner la vidéo pour voir. Hop, ce qu'on va faire. Je vais mettre en plus grand, vous montrer un peu l'environnement. Je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo. L'environnement dans lequel je travaille et la façon dont je débug, ce qui n'est pas évident du tout. Là, par exemple, alors j'essaie de me repérer, on est dans la méthode contrôle série qui contrôle en fait les achats, les ventes et puis les nouveaux ordres. Donc en particulier, il va contrôler tout ce qui est, j'essaie de retrouver où c'est, je crois que c'est là, le fait que lorsqu'on a gagné, il faut qu'il modifie les stops des positions précédentes. Donc c'est dans le code qui est ici. Vous voyez, tout ça, ça permet de faire ça. C'est-à-dire que, je vais vous le décrire. Donc déjà, il faut qu'on soit dans un type de martingale sur les gains. Ensuite, on va rechercher toutes les positions de notre instance, bien sûr, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs instances du robot sur différents instruments et différents time frames. Donc on prend que celle qui nous intéresse. Ah. On m'appelle au téléphone, je coupe et je reprends après. Voilà, donc je suis à nouveau parmi vous. Enfin, pour vous, ça dure un instant. C'est le travail qui me prend. Puis avec cette chaleur, je préfère pas beaucoup travailler, mais bon, il faut vivre. Donc, alors je reprends. Donc j'ai expliqué comment fonctionne le changement des stops sur chaque position. Donc on parcourt l'ensemble des positions. Cette ligne permet simplement de savoir si c'est un achat ou une vente. Lorsque c'est un achat, facteur égale 1, et si c'est une vente, c'est moins 1. C'est pratique pour réduire le code. Ça le rend un peu plus complexe, mais en fait, c'est pas si complexe que ça. Par exemple, sur cette ligne ici, on vérifie si le prix actuel, est, dans le cas de l'achat, au-dessus du prix de la position actuelle, donc de cette ligne-là. Pour faire ça, on vérifie si c'est un achat ou une vente sur cette position-là. Si c'est un achat, on prend symbole.bid. Si c'est une vente, on prend symbole.ask. Et ensuite, on fait moins la position d'entrée. Donc en fait, on calcule le prix actuel moins le prix d'entrée. Et on vérifie si ça, c'est positif. Dans le cas d'une vente, ça sera négatif. Donc on multiplie par facteur pour rendre ça positif. C'est pour ça qu'ici, on multiplie par facteur. Si bien qu'on est dans un cas général, on vérifie simplement si l'ensemble est positif. Si l'ensemble est positif, ça veut dire que les prix sont au-dessus de la position d'entrée dans le cas d'un achat ou en dessous du prix d'entrée dans le cas d'une vente. Et ça veut dire qu'on est dans une bonne configuration pour modifier nos stops. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que la dernière position prise soit, dans le cas d'un achat, au-dessus du prix d'entrée de cette position. Sinon, on ne peut pas modifier le stop. Et à nouveau, multiplier par facteur selon un achat ou une vente. Donc si ces deux conditions sont réunies, c'est ici. Alors on va calculer d'abord le nouveau stop loss. Alors si c'est un achat, on prend le bid. Si c'est une vente, on prend l'ask. Puisque en fait, quand on a acheté, quand on va clôturer la position, en fait, on va faire une vente et inversement. Donc c'est notre nouveau stop. Donc si ce nouveau stop moins l'ancien stop est strictement positif, c'est-à-dire que le nouveau stop doit être au-dessus de l'ancien stop dans le cas d'un achat et inversement dans le cas d'une vente, alors on modifie le stop. Voilà comment fonctionne le robot. Alors ici on a pris en fait comme nouveau stop
le bid ou l'ask, en fait, on devrait prendre la position d'entrée, puisqu'on met stop à 0, ou alors le prix de la dernière position prise. Voilà, mais j'ai voulu essayer de faire en sorte qu'on soit... Parce que le problème, si on prend juste le prix d'entrée, c'est-à-dire stop 0, en fait, c'est pas réellement un stop 0, c'est un stop moins la valeur des commissions, la valeur du spread, et on est toujours perdant. Pas de beaucoup, on est perdant de 0,6, 0,7 pips, mais en cas de forte volatilité, ça peut être beaucoup plus, ça peut être 1,2 pips, 1,3 pips. Voilà. Pour éviter ça, ben on prend le prix actuel. Comme ça, on est sûr qu'on est strictement au-dessus de notre position et on peut espérer qu'on ne sera pas complètement perdant. Enfin, ça c'est un truc à travailler en fait. On pourrait mettre ça sous forme d'un paramètre avec un pas, un step ici pour savoir où placer ce nouveau stop. Est-ce qu'on le place juste au niveau du bid ou de l'ask, ou alors un petit peu plus haut dans le cas de l'achat, ou un petit peu plus bas dans le cas de la vente. Voilà. C'est toujours une question d'équilibre après, parce que ça, on sera peut-être gagnant dans certains cas, peut-être perdant dans d'autres, etc. Donc c'est des choses à tester. Voilà, donc moi quand je code, donc voilà comment je fais, j'essaie de comprendre comment fonctionnent les prix, et j'essaie de le coder ensuite. Mais maintenant le problème c'est de réussir à débugger lorsqu'il y a un problème. Donc, quand on veut débugger, première chose, il faut tout reconstruire. Sinon, le débugage ne marche pas. Une fois qu'on a tout reconstruit, donc il faut qu'on ne soit pas actif sur la position, il ne faut pas que les robots soient actifs. On appuie ici sur Debug, on s'attache au processus CLGO, voilà, et ensuite on lance le robot. Voilà, donc le robot est lancé. Et on place des points d'arrêt. Donc je peux placer un point d'arrêt ici, justement là-dessus. Et je vais attendre que le point d'arrêt soit atteint. Ça peut prendre un peu de temps. On va remonter un peu plus haut pour en avoir un plus. Par exemple ici. Voilà, donc vous voyez le point d'arrêt est atteint, il passe en jaune. Et ensuite on peut continuer. Donc, on peut placer notre curseur dessus. Donc là, le nombre de positions est égal à 0, il y a une erreur. Alors pourquoi il nous a mis le nombre de positions égal 0 alors qu'il y a une position active? Ça doit être un bug, c'est bizarre qu'ils nous mettent ça. Alors, on va continuer. Donc on calcule le pas de la grille, vous avez vu, ça tient compte de la volatilité. En fait, on calcule une volatilité, par exemple ici sur 33 périodes. On en calcule une autre sur 11 périodes et on fait le rapport entre les deux. Si ce rapport est égal à 1, ben notre pas de base n'est pas modifié. Mais si ce rapport tend vers 0, c'est-à-dire la volatilité diminue, vous voyez le pas va diminuer d'autant. Si par exemple ça diminue, la volatilité sur 11 périodes est égale à la moitié de la volatilité sur 33 périodes, ben le pas va diminuer de moitié également. Ensuite on calcule le maximum du volume en fonction du money management. C'est là qu'on utilise en fait le risque. Alors ce mot, cette variable mal... on pourrait marquer risque à la place de money management. Alors, il calcule le maximum. Si c'est une martingale sur les gains, ben on prend ce maximum puisqu'on est à risque constant. Voilà. Mais par contre, vous voyez, sur la deuxième, si on est sur une martingale sur les pertes, là, on va tenir compte de l'ensemble des positions possibles, max order, du coefficient de martingale, enfin c'est une formule que j'ai calculée, puisqu'on fait la formule mathématique, on trouve à peu près ça. Et ça nous donne le premier volume à prendre pour être sûr de ne pas dépasser notre risque. Donc là, si le nombre de positions est égal à 0, ça veut dire qu'il faut prendre une première position. On utilise le signal de la stratégie choisie. Ici, c'est double candle, qui nous donne un résultat. Là, il n'en trouve pas, donc on va se mettre ici et attendre qu'il y ait un résultat. Voilà. Ici, on va enlever le point d'arrêt et on va continuer à faire tourner le programme. Je pense qu'en fait, il est bloqué sur... il y a un bug parce que normalement, il n'aurait pas dû mettre 0 tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais couper ici pour qu'il y ait vraiment 0. Hop.
et on va attendre qu'il y ait 2 bougies bleues ou 2 bougies rouges. Bon, là il y a 2 bougies bleues, mais on est... Ah oui, on a un M15, c'est pour ça, ça prend du temps. Alors attendez, j'arrête tout ça. C'est pour ça en fait on était à 0 tout à l'heure. Ce qui tient compte en fait du time frame. C'est celui-ci que j'aurais dû lancer. Donc ça il faut faire attention, sinon on perd de l'argent comme tout à l'heure. Bon, c'est du faux argent. Et là il vient de prendre une position à la vente. Voilà, on est ici. Donc on continue le programme. Donc on est ici. On était sur N position égale 0. On a demandé un signal. Donc là il y a 2 bougies baissières, donc il nous a fait une vente. Ok, on continue le programme. Donc là, on mémorise le premier prix d'entrée parce qu'on en a besoin dans la suite du programme. On continue, voilà. Alors, contrôle série, on rentre à l'intérieur. En fait, on vient de sortir. Alors, ces deux instructions permettent d'éviter que le contrôle série soit réentré alors même qu'il n'a pas fini. Ça crée de sacrés soucis, ça fait des positions qui se déclenchent en même temps. Donc ça crée, le robot ne fonctionne pas correctement. Donc pour éviter ça, on met true ici et on teste ici qu'on n'est pas dans la contrôle série avant de... Parce qu'on tic, lui, il est indépendant du programme. Il agit indépendamment du programme, il est extérieur au programme. Et il se peut très bien qu'il y ait un nouveau tic alors même qu'on n'est pas encore sorti de contrôle série. Donc pour éviter ça, j'ai mis ces deux méthodes. Par la suite, je vais remplacer ça par la gestion interne à C# qui permet de contrôler justement ce genre de situation. Voilà. C'est afin d'avoir un thread safe, c'est-à-dire avoir un processus qui soit pas altéré par... en fait, on puisse accéder au processus à partir de plein de points d'entrée différents. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs consommateurs du même objet qui agissent à des moments asynchrones, on ne sait pas trop à quel moment ils vont agir, et malgré tout le programme fonctionne, parce qu'il est thread safe. Voilà. Donc j'ai fait ça parce que c'était suffisant avec deux variables, true, false, mais après je vais le modifier. C'était pour mes tests. On continue le programme. Donc on incrémente le nombre de positions, ça on en a besoin. Hop. Donc là, on rentre maintenant dans contrôle série. On vérifie qu'on n'est pas arrivé au maximum de désordre. On calcule le pan de la grille, le maximum du volume, le premier volume. Voilà. Donc là, maintenant, N position égale 1. Donc on passe sur la deuxième partie. Je vais mettre un peu plus grand. Alors, on est ici. Et ici, je vais agrandir ce jeu. J'aurais dû le faire dès le départ. Ça fait trop. Voilà. Donc on voit bien. Ok. J'espère que ça, on verra bien avant. Donc, on calcule le prochain volume. Le prochain volume, c'est le premier volume, multiplié à 1 plus un martingale. Sauf si on est sur une martingale pour les gains, puisqu'on a dit que le risque était constant dans les gains. Donc là, on reprend simplement le même volume. Voilà, c'est les stop-loss qui évoluent, qui vont nous permettre de gagner. Pas la martingale ici. Donc, si on est sur la martingale, on calcule la différence entre le prix actuel et le dernier prix entré. Si cette différence est plus grande que le pas de la grille, dans ce cas-là, on exécute un nouvel ordre, tout simplement. Donc là, c'est pas le cas, donc il ne fait rien. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, donc là, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion des stocks. Donc, on va le faire défiler, il calcule le facteur, c'est-à-dire acheteur-vendeur, les différentes positions du prix par rapport à la position actuelle et par rapport à la dernière prise de position. Voilà, donc là, le test n'est pas... Hop. Et ensuite, on sort. Voilà, c'est assez simple le contrôle série. Donc, on va le laisser tourner. On va repasser ici. Voilà, on est en perte.
Vous avez à peu près compris l'idée. Voilà, je pense que cette vidéo, je vais l'arrêter maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez en commentaire de la vidéo et également sur CTDM. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.